Il est l'auteur américain préféré des Français. C'est d'ailleurs en France que s'est forgé son succès avant de s'exporter dans le monde entier. Entre polar psychologique et analyse minutieuse de nos sociétés, ces romans sont de véritables page-turners. Vous savez, ces livres que vous lisez jusqu'à 2 heures du matin alors que vous savez pertinemment qu'il faudra vous lever 5 heures plus tard parce que vous avez un rendez-vous, une réunion très importante. Ces livres qu'on ne peut pas lâcher jusqu'à la dernière page. Eh bien voilà, avec Quitter le monde, il sort son 9e ouvrage. Je vous propose de découvrir le visage inattendu de la personnalité de Douglas Kennedy. Bonjour Douglas. Bonjour Emmanuel. L'émission se fera en français, mais c'est quand même la première fois qu'on a un Américain dans l'émission. Je suis bien contente que ce soit vous. Oh, merci. Merci infiniment d'être là. Une fois de plus, ce livre qui vient de sortir, Quitter le monde, est salué par la critique, est salué par le public qui s'est rué dessus. Et une fois de plus, c'est un livre qui est publié dans le monde entier, sauf dans votre pays d'origine, aux États-Unis. Et ça doit rester pour vous une frustration en même temps qu'une incompréhension. C'est une blessure. Ce n'est pas une grande blessure parce que j'ai une maison d'édition dans 21 pays et tous les pays anglophones sauf les États-Unis. La raison pour laquelle il y a cette situation, j'ai eu des échecs commerciaux aux États-Unis à la fin des années 90. Oui, mais les années 90, oui, tout à fait, oui, c'était il y a pratiquement 20 ans. Oui, il y a 10 ans, honnêtement. Et franchement, il y a 18 mois, il y avait un article chez Time sur moi, en fait, l'écrivain américain le plus connu en dehors des États-Unis. Honnêtement, c'est bizarre. Je ne comprends pas pourquoi ça reste comme ça. J'ai un nouveau agent aux États-Unis qui est très dynamique, très optimiste. Ah, ça va changer alors. Et ça va changer, tout à fait. Mais aussi, c'est une carrière créative. Et toutes les carrières créatives, c'est comme des montagnes russes. Il y a des choses positives, des choses négatives. Honnêtement, avec 21 pays et aussi un public immense et 1 million d'exemplaires vendus par roman et aussi des critiques, je ne vais pas me plaindre. Vous êtes très philosophe, vous prenez ça avec du recul, ça finira tout à fait. par se faire. Et franchement, le truc dans une carrière créative, au début et à la fin, pour moi, c'est mes livres. Et il faut travailler tout le temps. Il faut continuer. Alors ça, on en reparlera du travail. Mais je voudrais d'abord parler du dernier opus, Quitter le monde, qui, à l'instar de tous vos autres romans, des 8 qui ont précédé, est un roman où il y a plusieurs romans finalement, plusieurs histoires dedans. Une fois de plus, vous décryptez avec beaucoup de minutie, de vérité, de cynisme aussi la société américaine que vous connaissez donc très bien, à travers un personnage qui s'appelle Jane, qui est l'héroïne, qui a tout pour réussir, qui sort diplômée de Harvard et qui va non pas rater sa vie, parce que tous vos personnages ont une rédemption, mais qui va mettre du temps à trouver son chemin parce que l'ombre de l'enfance, et ça c'est quelque chose qui est très poignant dans ce livre, l'ombre de l'enfance, voilà, l'empêche d'avancer. Il y a beaucoup de vous dans ce livre. Hein. Tout à fait, mais en même temps, je n'ai jamais écrit un roman à la clé. Tout le monde pense, si on écrit un roman, c'est un roman autobiographique. Je me souviens très très bien avec une relation dangereuse. Et une journaliste à Lille m'a demandé, Monsieur Kennedy, est-ce que ce roman est un roman autobiographique? Et j'ai répondu, Madame, je n'ai jamais souffert une dépression postnatale. Pas encore, on verra. Et c'est la même chose ici. Emma Bovary, c'est moi. Peut-être, c'est sûr, il y a des aspects de ma vie dans ce roman, il y a des aspects de ma vie dans tous mes romans, mais je mélange tout le temps. En même temps, pour moi, en fait, vous aurez raison, un des grands thèmes de ce roman, c'est le fait que c'est impossible d'éviter l'enfance pendant la vie d'un adulte. Freud avait raison, c'est toujours omniprésent. Ça veut dire quoi pour vous qu'il faut... alors pour expliquer rapidement le cas de Jane, hein, elle a des parents qui se sont séparés et la mère lui a toujours rejeté la faute dessus parce qu'à 13 ans, Jane a déclaré « je ne me marierai pas, je n'aurai pas d'enfant ». Et le lendemain, son père a claqué la porte. Et Jane va passer son temps à rechercher ce père, le reflet d'elle-même dans ce père, à chercher quelqu'un, enfin ce père qui la considère, et en fait il s'en fiche complètement de sa fille, mais elle, ça va beaucoup la freiner dans son évolution. Et l'ombre de l'enfance, oui, ça veut dire quoi? Il faut y survivre à cette enfance, c'est comme ça que vous voyez les choses? Oui, pour Jane, le truc est, vous avez raison, parce qu'elle a perdu son père, il a disparu quand elle avait 13 ans, et aussi sa mère l'a culpabilisée pendant sa vie. La question du père
et partout. C'est une question d'autorité. Et donc, dans sa vie, franchement, je pense que Jane est un personnage très rare dans la littérature moderne parce que c'est une femme brillante. C'est très rare de trouver une femme brillante. Oui, on en trouve beaucoup plus dans la vraie vie, je suis bien d'accord avec vous. Oui, mais pas dans la littérature moderne. Elle est très capable. En même temps, elle a beaucoup de vie pendant sa vie. Et c'est un des thèmes de roman aussi. Et pendant une vie, il y a beaucoup de vie et beaucoup de changements. Mais aussi, même si elle est brillante, même si elle a un doctorat de Harvard, même si elle est capable, elle se doute tout le temps. Et elle doute tout le temps d'elle-même. Tout à fait, elle doute tout le temps d'elle-même. Et le doute est omniprésent dans sa vie, comme beaucoup d'entre nous. Et pour Jane, peut-être en filigrane, sous le vernis, elle cherche un père tout le temps. Mais alors, ça veut dire que même quand on est un écrivain à succès, comme vous, qui n'a plus grand doute à avoir sur son talent d'écriture, parce que ça a beau être ce qu'on appelle un page-turner, un livre dont on tourne les pages comme ça sans pouvoir s'arrêter, il y a un vrai style, il y a du fond, les analyses psychologiques sont fines. Est-ce que malgré tout, quand on écrit un livre, on a toujours ce doute qui tenaille? Est-ce que c'est toujours là ou est-ce que vous vous faites un peu plus confiance? Toujours là. Toujours là. Mais c'est peut-être nécessaire alors? C'est absolument nécessaire. C'est absolument nécessaire. Pour moi, je me souviens très très bien, en fait, je suis, en fait, je commence tous les matins vers 9h, après 2 cafés serrés, et j'écris 500 mots par jour. Et hier, 500 mots, je crois que c'était 1000 mots, moi, par jour. 500 au début, et je suis au début du roman. Ah, oui. À la fin, ce sera 1000, mais au début, c'est 500 mots, 2 pages. Et c'est suffisant. Et hier, en fait, j'ai recommencé, après le week-end, un long week-end. Et honnêtement, au milieu de ça, j'ai pensé, c'est horrible, ça. J'ai continué jusqu'à la fin de 500 mots. Ce matin, j'ai relu tout, j'ai fait des corrections, j'ai continué. Le doute est omniprésent. Et honnêtement, pas de doute, pas de frisson créatif. Et aussi, honnêtement, maintenant, vous aurez raison, après 9 romans, et j'ai vendu, j'imagine, 7 ou 8 millions d'exemplaires. Et j'ai des critiques aussi. Je suis rare dans la littérature moderne parce que je suis accessible, mais aussi littéraire en même temps. Voilà, c'est un peu... Je mélange les deux. Voilà, ce qu'on voit chez vous et ce qu'on aime chez vous. Mais alors, ça veut dire que ce doute côtoie aussi une discipline de fer, avec ces 500 mots au début du roman, et quand vous arrivez vers la fin du roman, 1000 mots par jour, quoi qu'il arrive, doute ou pas doute, il y aura ces 1000 mots tout à fait, chaque jour, dans un contexte bien particulier. Oui, c'est la discipline. Et aussi, il faut se battre tout le temps avec un roman, et il faut battre le doute tout le temps. Mais c'est une discipline de vie aussi, en dehors de l'écriture de romans, vous êtes comme ça? Oui et non, en fait, je vais aller au club du sport tous les jours parce que j'aime boire et j'aime manger, et autrement je serais un mastodonte. Maintenant, je vais perdre 5 kilos, mais je vais toujours perdre 5 kilos. Mais autrement, c'est une discipline. Et honnêtement, une des choses très importantes pour tous les romanciers, franchement, derrière de ça, il y a l'idée que quand on écrit, on peut contrôler des choses. Parce qu'on est Dieu. Si je décide quelqu'un va mourir, c'est possible. Et franchement, oui, sans explication, si j'ai décidé à la fin quelqu'un va faire un grand réussite, c'est possible, ou faire un échec, c'est possible. Mais ce contrôle total, cette création totale, ça vous plaît, cette maîtrise d'un certain univers finalement? Le truc est quand j'écris, j'ai un certain contrôle. En dehors de ça, pas du tout. Parce que la vie, d'après mon expérience, est fréquemment bordélique, et il y a toujours des autres. Mais aussi, tous les écrivains sont atypiques. Il y a des écrivains qui font un grand plan avant d'avoir commencé un roman. J'ai une idée, j'ai un personnage, j'ai 2-3 choses, et je commence. Et toutes les choses arrivent pendant l'écriture. Et donc, est-ce que c'est une question de contrôle? Oui, mais subconsciemment. Je travaille tout le temps aussi. Et honnêtement, le roman,
franchement, je ne sais pas au milieu de l'écriture si c'est moi qui j'écris le roman ou le roman qui j'écris le roman. Il y a une sorte de tension comme ça que vous vous installez. C'est pour ça qu'on tourne les pages aussi vite aussi. Mais finalement, la tension qui s'installe dans vos personnages, dans ces différentes histoires qui s'imbriquent, est-ce que c'est pas la tension de la vie tout simplement, même si les vies que vous nous donnez à voir et à lire sont des vies forcément particulières dans lesquelles il y aura toujours un mariage raté dans vos romans. Il va souvent y avoir un mort. Minimum. Enfin, il y a des choses comme ça qui reviennent. Oui, mais et l'idée que, en fait, la vie quotidienne est une vernie très fragile. J'ai déjeuné avec un copain américain que j'ai rencontré, oh mon Dieu, il y a 20 ans. Il est arrivé dans un de mes signatures il y a 10 jours avec sa femme. Sa femme était française, c'est une musicienne, ils habitent ici à Paris. Et puis, j'ai reçu un email récemment de lui. Il a expliqué que sa femme a découvert qu'elle a un cancer il y a 3 semaines. Elle n'a jamais fumé, c'est un cancer de la gorge. C'est très sérieux. La vie est comme ça. La vie est franchement très très fragile et les choses difficiles, les choses horribles peuvent arriver par hasard. Et dans tous mes romans, il y a une réflexion de ça. Vous êtes même assez fataliste d'une manière générale. Vous pensez que le hasard gouverne énormément nos vies et c'est d'autant plus vrai dans oui. Quitter le monde où finalement les vies basculent sur un point de détail. Mais d'après mon expérience, c'est comme ça. Honnêtement, je connais beaucoup de types très pratiquants. Et j'ai écrit un livre au Pays de Dieu quand j'ai passé en fait 3 mois dans le centre de la Bible aux États-Unis. Et la foi des autres m'intéresse. Pour moi, franchement, quel est le destin et quel est le hasard? Est-ce que le hasard, le destin? Est-ce que le destin, le hasard, c'est une des grandes questions dans Quitter le monde? Je n'ai pas de réponse. Je ne suis pas de prêtre. Il y a un prêtre à la fin de Quitter le monde, mais enfin, c'est pas vraiment un prêtre, c'est un preacher, comme on dit aux États-Unis. Oui, c'est un néo-chrétien. Quelqu'un de pas très fréquentable. C'est un néo-chrétien. Mais en même temps, un de mes écrivains préférés, c'est Graham Greene, qui était un écrivain très catholique, mais aussi catholique, laïque en même temps. Et la grande question dans tous les romans de Greene, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir une rédemption personnelle? Si on vous lit vous, la rédemption, elle est là pour vos personnages. Vous les sauvez, vos héros en tout cas. Tout à fait, mais pas forcément ceux d'à côté, mais les héros. Oui, parce qu'au centre de ce roman, il y a une tragédie impitoyable, une tragédie horrible. Et dans ce roman, il y a l'idée que la survie et la souffrance sont voisins. Sont intimement liés. Survie et souffrance sont intimement liés. Tout à fait. Là encore, c'est votre expérience personnelle qui parle. Oh, tout à fait. En fait, et honnêtement, les histoires des autres me fascinent tout le temps. Je demande tout le temps des autres de leur propre histoire parce qu'on apprend beaucoup. Et si on est écrivain, il faut absorber tout le temps. Et d'après mon expérience, c'est impossible de trouver quelqu'un qui n'a pas d'expérience d'une tragédie personnelle. Tout le monde a des tragédies personnelles. C'est le prix à payer, malheureusement. Vous, si on pouvait citer une tragédie personnelle, est-ce que vous le prenez comme ça? Peut-être pas d'ailleurs, mais vous avez un fils qui est autiste. Oui, ce n'est pas une tragédie personnelle. C'est pas une tragédie. Parce qu'il a fait un grand réussite avec sa vie, mais en même temps, c'était un choc de trouver, en fait. À quel âge vous avez su qu'il était 3 ans. Autiste? 3 ans. Ça se détermine assez tard, l'autisme. Non, oui, c'est tard. Enfin, ça, franchement, il était absolument normal jusqu'à il a 3 ans. Et puis, quand il a 5 ans, il a eu une crise épileptique et il est dans un état catatonique pendant 3 mois. Il a disparu. Et c'est très intéressant. Petit à petit, grâce à un neurologue, en fait, il est revenu dans le monde entier. Et puis, il a été diagnostiqué comme un enfant autiste.
Et j'ai trouvé, en fait, franchement, un système éducatif qui était créé aux États-Unis et ça marche. Maintenant, il a l'espoir, il va aller à l'université. Il va aller à l'université, oui, d'où la grande réussite. Oui, tout à fait. Il veut tourner des films. Et d'après mon expérience, c'est idéal pour lui, quand le monde du cinéma, c'est le monde de beaucoup de types artistes, franchement. Il sera en terrain inconnu, comme on dit. Mais en même temps, pour moi, c'est ça, mon écriture a complètement changé après ça. Parce que quand il est devenu autiste, quand vous aviez compris tout ce qu'il était autiste, c'est le moment où vous avez écrit La poursuite du bonheur. Tout à fait. Et aussi... C'est pas un titre innocent, quand même. Hein. Oui, et bizarrement, j'ai une grande copine en Irlande. Elle est une de mes lectrices constantes. Elle lut le manuscrit pendant l'écriture. Ils sont proches depuis... Quelqu'un à qui vous faites confiance, à qui vous confiez votre manuscrit. Depuis 20 ans. Et j'ai reçu un coup de fil après avoir fini le manuscrit. Elle a adoré le roman. Et elle me dit, tu sais, Douglas, il y a un thème d'un enfant perdu partout dans ce roman. Sarah, ma narratrice, elle a perdu 2 enfants pendant 2 grossesses. Mais je n'en ai aucune idée que cette idée d'un enfant perdu était là-bas. Il a fallu que quelqu'un vous le dise. Oui, tout à fait. Mais c'était évident. Et c'est les choses avec l'écriture. On écrit, mais il y a des autres choses derrière de ça. Et on ne comprend pas le processus. On écrit pour se connaître soi, finalement. Peut-être. On écrit franchement, pour écrire des histoires. Et les autres choses arrivent. Je n'ai jamais des grands thèmes. J'ai des grands thèmes dans mes romans, mais au début, c'est comme un personnage dans un film de Woody Allen. Ah oui, mon prochain roman, le thème, c'est le déclin de la vie américaine. Non. Quelle est l'histoire? Et puis, les thèmes arrivent pendant l'écriture. Alors, il y a un livre un peu à part dans votre bibliographie, c'est celui que vous avez déjà cité, Au pays de Dieu, qui était un livre plutôt de journaliste, parce que c'est votre premier métier. Tout à fait. Journaliste, de faire des enquêtes poussées, d'où le fait que d'une part, vous connaissiez si bien votre pays d'origine, les États-Unis, et que d'autre part, à chaque fois, vous nous plongez, moi c'est ce que j'aime beaucoup d'ailleurs, dans chacun de vos romans, on va plonger dans un monde particulier. Donc là, on est dans les traders qui font de la haute finance, dans d'autres livres, on va être dans le système informatique, dans les entreprises d'informatique, et voilà, il y a des enquêtes poussées. Qu'est-ce que Au pays de Dieu représente dans votre bibliographie? C'est là que vous vous êtes confronté à la religion et à votre non-religion à vous, puisque vous êtes plutôt panthéiste, en fait. Très panthéiste. Très panthéiste. Très panthéiste, très athée aussi. En même temps, j'ai commencé ma carrière comme un écrivain de récits de voyage. J'ai écrit 3 récits de voyage. Et pourquoi? Parce que, en fait, mon ambition est de devenir romancier. Mais au début, je n'en ai aucune idée comment on écrit un roman. Et aussi, je n'avais pas de récit. Et pour moi, en fait, les récits de voyage, c'était comme une université. Une manière d'apprivoiser l'écriture. Tout à fait. Oui. Et créer une scène, créer des personnages, créer une narration. Avec Au pays de Dieu, franchement, parce que je suis américaine, parce que à l'université, mes études, c'était comme une historienne. C'était mon ambition, en fait, à l'université de devenir universitaire. Heureusement, j'ai évité cette tentation. Mais aussi parce que, comme beaucoup d'Américaines, de côté laïque et aussi de côté l'Est des grandes écoles, franchement, avec des idées progressistes, je comprends aussi qu'il y a en fait une guerre culturelle aux États-Unis depuis longtemps, depuis les années 60. Et avant ça, entre un côté laïque et un côté religieux, franchement, l'ignorance et l'intelligence. C'est la différence entre Sarah Palin et notre présidente, M. Obama. Il vous plaît beaucoup, Obama? Oh, j'adore Obama. Vous adorez Obama? Tout à fait. Point final. Quand il est à la télé, je souris. Quel changement après M. Bush. Bush était complètement mal à l'aise dans la langue anglaise. Et aussi, il était gêné. Je pense qu'il n'était pas complètement grave de chez grave, mais assez grave de chez grave. Très malin. Le problème pour moi avec Bush et son point de vue était complètement manichéen. Et je déteste les points de vue manichéens. Parce que c'est quelqu'un avec des réponses. Et franchement,
dans des choses humaines, surtout entre les pays, des systèmes politiques, des systèmes religieux, tout est franchement, fondamentalement gris. Il n'a pas de réponses. Pour avoir vécu quelque temps aux États-Unis, je m'étais rendu compte que on faisait quand même en sorte là-bas que les Américains soient pas trop au courant de ce qui se passe à l'étranger. Donc on poussait pas beaucoup l'apprentissage des langues étrangères. On n'encourageait pas beaucoup les Américains à voyager parce qu'ils allaient se rendre compte que la vie pouvait être différente ailleurs. Et vous avez 4 lieux d'habitation. Vous avez Berlin, Paris, Londres et puis votre maison dans le Maine. Ça vous donne un point de vue sur le monde assez unique. Il manque un peu l'Afrique et l'Asie, mais un point de vue assez unique quand même. Oui, et j'ai voyagé partout en fait. Je suis allé en Indonésie dans 2 semaines avec ma petite amie et en Australie pour la 14e fois en fait début février. Et j'ai voyagé en Afrique, en Amérique du Sud. Oui. Honnêtement, il y a beaucoup d'Américains comme moi. Ce n'est pas en fait la plupart des Américains, mais en même temps, nous sommes un grand pays. Il y a beaucoup d'Américains des grandes écoles et aussi avec une curiosité. En même temps, je connais beaucoup de mes camarades de classe qui ont resté aux États-Unis, jamais voyagé en dehors de ça. Et voilà, le truc aux États-Unis, il y a seulement en fait 10% de la population américaine qui ont des passeports. Mais physiquement, on comprend ça parce que c'est un continent, c'est vaste et on a l'idée que le monde en dehors de ça, peut-être, c'est en dehors d'une certaine zone de confort. Le truc aussi aux États-Unis, et même si on est du côté laïque, il y a l'idée qui est là-bas dans tous les systèmes éducatifs, même si c'est un des grandes écoles privées, que si on est américain, franchement, on est un membre du pays préféré de Dieu. Et quand vous voyez le président américain qui prête serment sur la Bible, ça vous pose un problème à vous qui êtes athée, comme vous nous l'avez dit? Non, parce que franchement, pour moi, c'est de la tradition? C'est la tradition, c'est un symbole. J'ai beaucoup de problèmes avec les néo-chrétiens qui ont décidé nous sommes un pays chrétien. La foi des autres, je suis très content si... C'est une affaire personnelle pour vous. Oui, mais quand en fait, on traverse la frontière d'une zone politique, c'est autre chose. Pourquoi en fait, les hommes des Lumières comme Jefferson et Madison et Franklin, qui ont écrit notre Constitution américaine, ont insisté pour qu'il y aura une séparation entre l'Église et l'État, et parce que leurs grands-parents étaient des puritains qui ont créé en fait les colonies dans le Massachusetts et la Nouvelle-Angleterre. Et c'était franchement une théocratie. Et cette tendance est partout dans l'esprit américain. Donc il y a une grande lutte dans l'esprit américain entre, une côté très très religieuse et traditionnelle, et aussi, en fait, nous sommes... c'est comme la culture américaine. Ici, c'est comme la quoi? La culture américaine. La culture américaine. La culture américaine. Ici, on a Walt Disney. Là, on a Jackson Pollock. D'accord. Ici, on a en fait la musique des ascenseurs. Là, on a John Coltrane. Ici, on a John Grisham. Là, on a Bukowski. Vous comprenez? Oui, en fait, il y a deux niveaux de culture. Le mot culture est une large acceptation de beaucoup de choses. Oui, et aussi, en fait, un monde noir et aussi un monde dessin animé. Alors, vous, votre culture, justement, elle est faite de plusieurs choses. Elle est faite de musique classique, déjà. C'est ma religion. Qui revient beaucoup dans ce dernier roman. Vous attribuez à Jane des goûts pour... Et puis un autre personnage aussi qui arrive plus tard dans le roman, des goûts pour la musique classique. On voit que les goûts sont pointus. On sent que vous êtes expert en musique classique, avec un goût particulier pour Brahms, je crois. J'ai un grand goût pour Brahms. J'ai un goût, franchement, très catholique. C'est Est-ce que vous aimez Bach aussi? Tout à fait. J'ai un goût qui commence, franchement, avant Bach, avec Thalys et William Byrd, des grands maîtres, en fait, des chants de l'époque d'Elizabeth.
en Angleterre à la fin du XVIe siècle, jusqu'à Boulez, franchement. Donc j'ai un goût énorme. Brahms, pour moi, c'est un compositeur très important parce qu'il est en fait le grand poète de la mélancolie. C'est quoi? C'est le reflet de votre âme? Oui. Complètement. Et aussi, en fait, sa composition, un requiem allemand, pour moi, c'est un requiem très laïque, et ce n'est pas pour les morts, c'est pour les vivants. Il y a toujours dans Brahms, en fait, une grande lutte humaine, une idée des possibilités de la vie, et aussi le fait que peut-être le bonheur est toujours ailleurs. Il y a un mot que vous répétez souvent, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, Douglas, c'est lutte humaine. Le mot lutte, en tout cas, toujours devoir lutter, vous avez l'impression que c'est... Tout à fait, mais la vie est une lutte. Je me souviens d'un article de presse qui avait été très joliment titré « Douglas Kennedy, joyeux désespéré ». Et j'aimerais que vous m'expliquiez ce qu'il y a de joyeux en vous et ce qu'il y a de désespéré en vous. Oh, le joyeux en moi, en fait, mes enfants. Ma nouvelle petite amie, mon écriture, mais même si c'est une lutte, un chemin de ski fond au milieu de janvier, à côté de Lac Louise, dans les Rocheuses, quand il fait moins 20 degrés et au milieu d'une tempête de neige, et on est complètement seul dans une situation extrême, dans une situation extrême, c'est un moment de bonheur. Pour moi, le dernier mot. Le dernier mot d'un roman? Toujours. Le point final. Ou simplement le dernier mot. Le désespoir, franchement, le fait que la plupart du temps, il y a beaucoup de types qui sont méchants dans le monde. Franchement aussi, le fait que la vie est trop courte, le fait que c'est très difficile de complètement maîtriser la vie, et aussi une autre chose pour moi, c'est l'idée qu'on peut trouver un équilibre. Je pense que c'est impossible pendant une vie. De trouver un équilibre? Un équilibre, un vrai équilibre. Pourquoi est-ce donc impossible? Parce que je pense qu'un équilibre, c'est comme le bonheur. Un équilibre, ça arrive de temps en temps. Mais les autres choses arrivent après ça. Je me souviens dans ma carrière, j'ai commencé comme dramaturge et aussi journaliste. J'ai écrit 4 pièces de théâtre. Le dernier était un grand désastre à Dublin. 2 mois après, en fait, je suis chroniqueur sur le Irish Times. C'est en fait le journal principal, c'est comme Le Monde d'Irlande. Un nouveau rédacteur en chef est arrivé, il m'a viré. Et puis j'ai commencé ma carrière comme écrivain de récits de voyage. J'ai fui, j'ai voyagé en Égypte, j'ai écrit ce livre, il est publié en Angleterre. J'ai déménagé avec ma femme, maintenant mon ex-femme, à Londres, et j'ai recommencé. J'avais beaucoup de vie pendant ma vie, et franchement, 8 ans après ça, 8 ans et 5 livres après ça, j'ai écrit L'homme qui voulait vivre sa vie. J'ai reçu un très bon contrat aux États-Unis. J'avais en fait mes 15 minutes de célébrité aux États-Unis. Tout le monde a dit ce sera en fait le roman de la saison. Commercialement, c'était un échec. Et voilà, la vie est comme ça. Quand on pense, oui, c'est mon moment, tout va changer. J'ai appris ça maintenant, et honnêtement, pour moi, c'est la raison pour laquelle le succès est un vernis très fragile. Il y a une phrase de Beckett que vous aimez beaucoup qui dit, vous allez nous la dire. Oui, il faut continuer. Je ne peux pas continuer, je vais continuer. Et honnêtement, c'est pour moi la clé de la vie. La clé de la vie pour tenir le coup, finalement. C'est bien ça qu'elle nous dit. Oui, mais aussi le truc, si on pense que c'est impossible de continuer, quelle est l'option? Il faut continuer. Parce qu'il faut continuer. Il n'y a pas d'option. Il faut continuer.
Autrement, il y a la mort, et puis c'est fini. Le truc aussi, pendant une vie, et franchement, je suis pessimiste-optimiste. Je suis pessimiste de la condition humaine, je suis optimiste de la condition humaine, ou le fait qu'il y a beaucoup de surprises dans une vie aussi. Le moment quand on a un moment de grand désespoir, je me souviens très très bien, j'ai parlé récemment avec une copine qui est dans un état très 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 déprimé, et je lui ai dit, écoute, il faut rester patient. Ça va passer. Ça va passer, ça va changer, mais il faut rester patient. Mais elle est dans une boîte très sombre, et c'est très difficile dans un état comme ça de voir il y a une vie en dehors de ça. Mais ça va arriver aussi. La mort vous fait peur? Non. Votre mort, je veux dire, vous fait peur? Non, en fait, je préfère que ça va arriver dans 50 ans. Oui. Oui, mais non, ça va arriver, et c'est très intéressant. J'ai commencé mon prochain roman, et un des sujets... C'est une histoire d'amour qui se passe à Berlin? À Berlin, mais aussi, oui. En fait, le thème central est, est-ce que le bonheur, en fait, possible? Et pourquoi nous cherchons l'amour? Et comment on tombe amoureux? Et mon narrateur, parce que c'est un narrateur au début, il a posé la question, est-ce que c'est la vérité qu'on a découvert quand on est jeune, qu'on va mourir? C'est le moment qu'on a besoin, en fait, d'avoir, en fait, l'amour des autres. Parce que quand on comprend, on va mourir, on est mortel. Quelle est l'autre option pendant une vie? L'amour. Et l'amour devient en fait l'objectif, le cible. Mais en même temps, pour beaucoup d'entre nous, c'est toujours ailleurs. Regardez le taux du divorce. Je suis un membre de ça aussi. Et voilà, en fait, quand j'écris des romans, comme j'ai dit, j'écris des récits, mais j'ai beaucoup de questions, parce que j'ai beaucoup de questions personnelles et pas de réponses. Il y a une phrase en français que vous aimez particulièrement, c'est « on verra ». Je disais que vous étiez fataliste. Alors, on verra, on peut le voir de deux manières. C'est soit ça ouvre à toutes les possibilités, on verra, je garde les bras ouverts et les yeux grands ouverts, soit c'est on verra, mais alors c'est un on verra un peu prudent qui se renferme un peu. C'est quel on verra pour vous? On verra, c'est exactement comme ça. On verra, c'est prudent. Mais aussi, il y a l'idée des possibilités aussi. Quand quelqu'un me dit avant la sortie de quitter le monde, ce sera le plus grand succès de votre carrière, Douglas, ma réponse était, on verra. On s'emballe pas? Oui, on verra. Je suis prudent et en même temps ouvert. Attends-toi au pire, mais espère le meilleur. Oui, et en même temps, c'est pessimiste, optimiste ou optimiste, pessimiste. Et c'est toujours on verra. Et aussi parce qu'on verra, ce n'est pas une phrase définitive. Tout est ouvert. Oui, tout est ouvert. Vous étiez quelle sorte de petit garçon? Quelle sorte d'enfant étiez-vous? C'est une question difficile. Non, je me souviens très très bien quand j'avais 8 ans. Oui. Et aux États-Unis, on est dans le third grade. D'accord. Et j'ai écrit une nouvelle. Ah, déjà? Déjà, pour, en fait, ma prof, qui j'ai adorée, qui s'appelle Madame Flack, Mrs. Flack. Alors, nous rendons hommage à Mrs. Flack. Oui, c'est grâce à Mrs. Flack. Et c'est une histoire d'un jeune garçon, 8 ans, qui est dans un supermarché dans le Manhattan, à Manhattan, et il a perdu sa mère. Et il est très content. C'est très freudien. J'en suis sûr. J'étais un petit garçon un peu différent, surtout un adolescent très différent. Ma mère était juive, très névrotique, très tendue tout le temps. C'est impossible pour ma mère de contracter. Mon père était irlandais catholique, très traditionnel, très très grand, un vrai homme, un vrai américain, et aussi derrière de ça,
très faible, avec beaucoup d'échecs dans sa vie. Il y a une tension perpétuelle chez nous. Ça a dû être facile de grandir dans cette ambiance-là? Non, pas facile, mais grâce à eux, je suis romancier. Et aussi grâce à eux, je suis devenue très indépendante. Parce qu'il a fallu vous extirper un peu de ce milieu familial qui vous engluait finalement? Tout à fait. En fait, dans le prochain roman, mon narrateur a décrit le moment quand il avait 8 ans et il a demandé à son père pendant une dispute entre son père et sa mère, est-ce que c'est possible que je puisse aller à la bibliothèque seul? C'était moi. Et j'ai demandé ça, c'était en fait un samedi novembre en 63. Deux semaines avant l'assassination de Kennedy. Et il me dit, OK, tu as 1 heure, tu rentres en 1 heure, voici $1 pour acheter une coke dans la pharmacie. Je suis allé à la rue 23e et le 2e avenue. C'était peut-être 7 minutes à pied. J'ai passé une demi-heure dans la bibliothèque. J'ai pris 4 romans et puis je suis allé à la pharmacie. Et à l'époque, dans toutes les pharmacies américaines, il y a un coin pour manger. J'ai commandé un coke. J'ai commencé à lire un de mes romans. Et pour moi, c'était le goût d'une certaine liberté. Moi, ce que j'entends, c'est qu'à 8 ans, vous vous êtes révélé à vous-même comme romancier grâce à Mrs. Flack. À 8 ans, vous avez en pensée tuer votre mère. En tout cas, vous en êtes débarrassé, soi-disant qu'elle vous a perdu dans cette nouvelle dans un supermarché. C'était déjà finalement la fuite, quoi, fuir de ce milieu familial. Est-ce que vous avez fait concrètement et physiquement quand vous avez été en mesure de le faire que non, papa, je ne serai pas avocat et je vais aller faire ma vie? Et là, vous avez carrément changé de continent. Vous êtes venu en Europe. C'était de la survie encore une fois. Oui, tout à fait. J'ai fui quand... on a une expression aux États-Unis, j'ai voté avec mes pieds. J'ai voté avec mes pieds? Oui. Ah bon, ça veut dire quoi? J'ai fui. Ah, j'ai fui, d'accord. Vote with my feet. J'ai voté avec mes pieds, mais j'ai fui quand j'avais 22 ans. Je suis arrivé à Dublin avec un sac à dos, un imperméable et en fait 10 paquets de cigarettes. J'ai beaucoup fumé à l'époque. Ce qui met par terre votre théorie sur comme quoi le hasard gouverne nos vies, parce que là vous avez pris complètement votre destin en main. C'est vous qui avez acheté le billet d'avion, c'est vous qui êtes parti, c'est vous qui avez pris la direction d'une salle de théâtre là-bas, qui est devenu journaliste. Enfin, vous avez fait votre vie, vous n'avez pas laissé le hasard vous balloter comme ça. Non, en fait, il y a le hasard. Et puis, on fait des décisions après ça. Il y a la manière de prendre le hasard. Tout à fait, mais il faut aussi, en fait, il y a un aspect où on peut maîtriser le destin, mais le hasard va arriver. En fait, par exemple, j'ai rencontré ma première femme complètement par hasard. C'était complètement par hasard. 2 minutes ici et là, en fait, le destin aurait été complètement différent. J'ai commandé un taxi dans un hôtel à Glasgow et un mec est arrivé derrière de moi. Elle m'a poussé et elle m'a dit c'est mon taxi. Il est disparu. Il a disparu. Je retournais à l'accord et en fait, j'ai demandé pouvez-vous envoyer un autre taxi. Un autre taxi, parce qu'on m'a piqué le mien. Oui, tout à fait. Voilà. Et en fait, cette femme que j'ai rencontrée une fois à Dublin est arrivée à la réception. Elle s'appelle Grace Carley. Je lui ai dit bonjour Grace. Et c'est comme j'ai rencontré ma femme. Si le taxi est arrivé, j'ai pris le taxi, le destin aurait été complètement différent. Et la vie aurait été moins chère. Mais c'est votre divorce là dont vous parlez qui a dû vous coûter cher. Mais pour moi, le destin c'est comme ça, c'est pas hasard. Le pouvoir des mots, vous en savez quelque chose. D'abord, vous avez une mère qui vous a beaucoup répété que sa vie était une déception, vous avez porté ça sur vos épaules. Dans Quitter le monde, on a donc Jane qui pense, à qui on fait penser que sa phrase « je me marierai pas, j'aurai pas d'enfant » est la cause du départ de son père. Tout ça, c'est le poids des mots. Les mots ont un pouvoir. Un grand pouvoir. Un grand pouvoir. Un grand pouvoir. En fait, honnêtement, si on dit des choses méchantes, tout change fréquemment. Alors, quelle est la parole qui vous a construite, vous? Est-ce qu'il y a des mots ou une phrase qui vous a construit, qui vous a permis de devenir qui vous êtes, ou qui vous aide à avancer?
Que ce soit les mots de quelqu'un ou alors une devise, une citation. En dehors de Beckett et en dehors de On verra. En dehors de On verra et en dehors de il faut continuer, je ne peux pas continuer, je vais continuer. Franchement, c'est un mot, la curiosité. La curiosité? La curiosité, pour moi, c'est primordial dans une vie. Même si la vie est difficile, même si on est déçu, même si on a en fait Weltschmerz, c'est un mot que j'adore, très allemand. Weltschmerz, c'est une grande fatigue existentielle. Même si en fait la curiosité va vous aider tout le temps. Pour moi, il y a toujours des choses qui me fascinent, la vie des autres, mais aussi il y a toujours un nouveau roman à lire, un nouveau film à voir, un nouveau concert, franchement, une nouvelle exposition. Et aussi le fait que je reste très ouvert. Alors il y a un autre mot dont vous ne parlez pas, donc je vais l'amener moi, parce que je pensais le voir arriver à ce moment-là, mais peut-être que les choses ont changé, qui est le mot solitude aussi. C'est pas pour rien si vous avez 4 lieux de résidence, une semaine à Paris, une semaine à Berlin, un mois dans le Maine. Cette solitude, c'est la solitude du créateur. Oui, mais c'est celle-là ou c'est encore une solitude qui s'élargit bien au-delà de votre métier d'écrivain? Les deux. Je pense que si on est romancier, on doit avoir un endroit très privé en soi. Une chambre secrète. Une chambre secrète. Pour vous, c'est votre studio à Paris ou c'est... Oui, ou en fait chez moi dans le Maine, si je suis là-bas sans mes enfants, ou Londres, j'ai une loft à Londres, ou Berlin. Honnêtement, en fait, le petit garçon qui était à la bibliothèque seul et dans la pharmacie seul avec un livre, c'est moi de temps en temps dans beaucoup de villes et je suis très content de vivre comme ça. Aussi, la solitude c'est primordial pour un écrivain parce que on a besoin d'espace. Je connais certains écrivains qui ont une vie très mondaine. Et typiquement, en fait, leur carrière a commencé à chuter, ou l'écriture, franchement, ce n'est pas du niveau plus élevé, plus ambitieux, parce que il vit dans un monde très médiathèque. Je fais des voyages de promotion, et puis... À un moment, il faut arrêter la promotion et se recentrer. Oui, je disparaître. Alors, pourquoi Berlin, alors le Maine, on comprend bien, hein, mais pourquoi Berlin, Paris, Londres, et pas Rome, Madrid, Prague, Bamako. Bamako, c'est un choix intéressant. Non, mais voilà, pourquoi ces villes-là? Paris, parce que j'ai toujours aimé Paris, aussi parce que je suis un grand cinéphile, parce que je parle la langue. Berlin, parce que je suis moitié allemand. Et aussi, c'est l'avenir. Pour moi, c'est une ville passionnant. J'habite qui bouge beaucoup. Qui bouge beaucoup. Culturellement, c'est très dynamique. Aussi, c'est une ville avec un aspect maintenant très bohémien aussi, et très ouvert. J'habite dans l'ancien Est aussi. Et pourquoi à Londres? Parce que j'habitais à Londres depuis 22 ans. Mes enfants vivent à Londres. Londres, pour moi, c'est Dublin. J'ai passé 11 ans à Dublin. J'ai des émotions très mixtes au sujet de Dublin. Pour moi, c'était en fait, franchement, une étape dans ma vie. Et puis Londres était franchement, en fait, la ville où je suis devenu un vrai écrivain. C'était très ouvert aussi. Et c'est une ville globale. Et complètement anglophone. Et j'avais besoin à l'époque, et j'ai continué à avoir besoin d'une grande ville. Mais il pourrait y avoir Rome plus tard, Prague, Rome, Madrid. Oui, en fait. C'est plus chaud, quoi. Non. Je suis très content avec mes 4 endroits, mais je vais continuer à voyager tout le temps. Alors, on va passer, pour les 7 minutes d'émission qui nous restent, Douglas Kennedy, à quelques petites questions qui partent
peu dans tous les sens. Okay. La première question, c'est pourquoi est-ce que vous avez besoin absolument de manipuler un crayon à chaque fois que vous êtes en interview? Il est beau d'ailleurs ce crayon. Oui, il est beau, oui, il est beau. Et pourquoi c'est mon équilibre? Quand j'ai fait du discours aussi, c'était... Du quoi? Du discours. J'ai compris du disco. C'est nouveau ça. Du discours, c'est ma prononciation. Du discours, j'ai toujours un équilibre dans les mains. L'équilibre que vous ne trouvez pas dans la vie, il est dans le crayon. Et aussi parce que, tout à fait, et aussi parce que il faut parler en français. On a besoin d'un petit équilibre. We can do it in English if you want. Non, pas du tout. Ok. C'est un point de fierté pour moi. De quel auteur, quel autre auteur pourriez-vous être jaloux? Peut-être c'était John Updike. Updike qui est mort tristement, en fait, début janvier. Il était jeune aussi, il avait 73 ans, mais il a fumé. Updike parce que il était très, très, très prolifique. Il a écrit 45 livres pendant sa vie. Il a été une félicité avec la langue anglaise immense. Et aussi une discipline féroce. Et un point de vue très unique. C'était un des grands écrivains américains du XXe siècle. Quel est le livre que vous aimez offrir? Madame Bovary, toujours. Madame Bovary, toujours. Et pourquoi Madame Bovary? Parce que Flaubert a compris avant les autres écrivains que l'ennui est un des grands sujets humains et la source de beaucoup de drames personnels. Et jamais sous-estimer le besoin humain pour le drame. C'est vrai que l'ennui chez vous, c'est si la mort est quelque part, elle est dans l'ennui. Oui, l'ennui pour moi, c'est le plus grand péché mortel. La vie est trop courte pour l'ennui. Qu'est-ce que vos livres, vos 9 romans ne dévoilent pas de vous? Qu'est-ce qu'ils ne nous disent pas de vous? Peut-être qu'un prochain nous le dira, mais en tout cas, voilà. Ouf. C'est difficile à dire parce que chaque roman est complètement différent. Je n'ai jamais écrit le même roman. J'imagine, en fait, si on regarde mon œuvre, il y a l'idée que, franchement, pendant une vie, il y a l'idée qu'on peut le construire pierre par pierre par pierre. Et puis, soudainement, tout va changer, tout peut basculer. Mais aussi l'idée qu'on lutte tout le temps avec l'idée d'une signification. Et il n'a pas de signification. Mais, forcément, toujours. Mais il faut vivre avec cette connaissance. Donc, et je vis avec ça tout le temps. Je me souviens très très bien pendant un dîner avec un copain, un réalisateur qui avait beaucoup de problèmes personnels. Et il m'a dit, il y a 20 ans, je suis célèbre, je suis en fait très connu à Hollywood et ailleurs. Maintenant... Tout le monde a oublié. Oui. Et je lui ai dit, j'imagine, il y a 100 ans, dans ce resto, parce que c'est un resto célèbre à Paris, il y avait un écrivain et un peintre qui ont eu la même conversation. Et tout dans le monde, en fait, leur femme, leur maîtresse, leur enfant, leur agent ou en fait éditeur, leurs critiques ont disparu. C'est une des choses en fait, les plus difficiles de comprendre parce que la vie est un drame. Et c'est le mien, c'est le vôtre, et tout va disparaître. On va essayer de remonter le moral. Quelle est la valeur qui compte le plus à vos yeux, Douglas Kennedy? La valeur que vous mettez peut-être au-dessus de toutes les autres? Une vraie amitié. Une vraie amitié. Vous en connaissez? Oui, une vraie amitié. Et en fait, le soutien des autres. Et aussi, en fait, un point de vue que la vie est absolument sérieuse et aussi absurde. Alors justement, quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite? Et qu'on peut raconter sur cette antenne. Hein. La plus folle.
Aux États-Unis, de temps en temps, au milieu de la nuit, j'ai une petite voiture de sport, c'est une petite Mazda aux États-Unis. De temps en temps, quand je suis seul dans le Maine, je disparaîtrai. 2 heures du matin, je prends la voiture et je commençais à conduire. Il y a 4 mois, je suis allé à Montréal. Sans l'avoir planifié. Tout à fait. Tout à fait. Et des choses comme ça. Ah, je comprends mieux. Vos personnages, à un moment, ils prennent toujours une voiture pour aller très loin sans savoir où ils vont. J'adore conduire. Et aussi parce qu'aux États-Unis, la route est mythique. Oui, bien sûr. La route est mythique. Et Montréal, c'est presque, oh mon Dieu, c'est presque 400 km de chez moi. Et pourquoi pas? Bah oui. Pourquoi pas? Oui, je suis complètement libre. Et l'autre chose folle, j'aime boire. Vous buvez? Oui. Pas énormément, mais j'aime boire. Ah oui, avec modération quand même. Non. Non, d'accord. De temps en temps, fréquemment. Douglas Kennedy n'est pas forcément un exemple à suivre, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Douglas Kennedy? L'émission se termine. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, à court, moyen ou même long terme? Une vraie bonheur avec quelqu'un d'autre. Un autre 15 romans, minimum. Un grand bonheur pour mes enfants. Et l'idée que avec chaque roman, je vais améliorer un peu. Eh bien, vous souhaite tout ça à la fois. On vous souhaite un bon retour où, là? À Berlin, Paris, Londres, Le Maine? Tous. Tout ça, toutes les directions à la fois. Cet homme est étonnant. Merci beaucoup, Douglas Kennedy. Merci au revoir.